Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue sur Canal 32. Nous sommes jeudi 14 février. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et à tous les Valentins évidemment. Dans le journal ce soir, les formalités du projet Sequoia progressent. Il s'agit de la future usine de démantèlement d'armes chimiques qui devrait voir le jour à Mailly-le-Camp. Aujourd'hui, une réunion publique a eu lieu à la préfecture de l'Aube. On évoquera aussi le sort de l'école d'Arrentière. Ce n'est pas la seule du département à subir une fermeture de classe à la rentrée prochaine, mais les parents et les élus sont mobilisés. Ils craignent la mort des villages du regroupement pédagogique, vous le verrez. Et pour finir, on évoquera le musée Napoléon de Brienne-le-Château, dont la rénovation se fait grandement attendre. Il risque de fermer ses portes si 2 millions d'euros, subventions comprises, ne sont pas rapidement trouvés. Le député-maire lance un appel aux dons. Et pour commencer, une image en ce jour de Saint-Valentin, comme au Pont des Arts à Paris ou sur de nombreux ponts en Allemagne, l'Office de tourisme de Troyes proposait aux couples d'accrocher un cadenas aujourd'hui sur la passerelle du quai d'Ampierre au niveau du théâtre de Champagne. Un geste symbolique pour sceller leur amour. Alors même si la tradition veut qu'on jette la clé dans l'eau une fois le cadenas installé pour ne pas pouvoir revenir en arrière, bien sûr, ceux-là sont des cadenas à code, vachettes de fabrication auboise donc. Et pour parfaire cette opération, une coupe de champagne a même été offerte ce midi au couple. Écoutez leurs réactions et les explications de Nicolas Villiers, directeur de l'Office de tourisme. Ils sont au micro d'Adeline Bantuel. Les premiers cadenas qui ont déjà été apposés depuis quelques mois en sont une illustration. C'est un lieu qui est, je pense, idéal pour les amoureux. Oui. Il faut, c'est une belle Paris, image. Il y a un pont, il est tout jaune de cadenas. Bah, c'est sympathique, hein. Ça représente l'amour et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Donc voilà. Ça tombe très très bien. C'est une bonne tradition sur la ville de Troyes. Je pense que ça va perpétuer. J'espère qu'il y aura d'autres couples qui viendront mettre un cadenas comme nous pour sceller leur amour sur cette passerelle. Et puis je pense que l'amour c'est quand même quelque chose qui est très important dans une vie de couple. C'est vrai que ça fait très plaisir d'avoir reçu un cadenas aujourd'hui pour le mettre sur la passerelle. Voilà, c'est un beau cadeau. Moi, c'est le meilleur des cadeaux. Oui, c'est symbolique d'un amour fort et qui résiste à tout. Voilà, une dose de bonne humeur et de chaleur malgré la grisaille. Autre nouvelle du jour, une réunion publique à la préfecture de l'Aube. Il était question du projet Sequoia. Sequoia, c'est quoi? C'est un projet d'usine de démantèlement d'armes chimiques. Pas moins de 250 tonnes de munitions qui datent de la Première Guerre mondiale doivent être détruites ici. Et on en retrouve encore dans les champs du quart nord-est de la France. Alors cette structure devrait voir le jour à Mailly-le-Camp. Les élus aubois et marnais sont venus nombreux à la réunion ce matin pour en savoir plus. Pas tous satisfaits par les mesures annoncées. Le reportage sur place de Damien Ardois. C'est au sud du camp militaire de Mailly, sur la commune de Dampierre, que va bientôt voir le jour le centre Sequoia. Le projet est désormais lancé par le ministère de la Défense. L'enquête publique où chacun va pouvoir s'exprimer va démarrer dans quelques semaines, d'où cette ultime réunion en préfecture de l'Aube. L'objet de cette réunion aujourd'hui était de présenter aux élus les plus concernés le projet tel qu'il va être présenté par le commissaire enquêteur lors des différentes réunions ou consultations qui se tiendront dans les communes. C'est un projet qui mérite des questions, mais c'est un projet aussi qui fait l'objet depuis maintenant plus de 2 ans d'une très large concertation. Mais cette concertation ne débouche pas aujourd'hui sur un consensus. Le projet qui consiste à créer un lieu pour détruire les armes chimiques de la Première Guerre mondiale est perçu diversement selon que l'on se trouve dans la Marne ou dans l'Aube. Ce qui pose problème, ce sont les questions relatives aux conséquences sur l'environnement et sur l'agriculture évidemment, mais sont soulevées aussi les questions financières à propos des indemnisations notamment. On s'aperçoit d'un projet sécuritaire et tout à fait bien approprié et qu'effectivement, donc, je pense que ça a permis à cette réunion de lever un peu le doute sur l'infrastructure qui va être mise en place. Nous sommes inquiets parce que nous n'avons pas beaucoup d'informations, puis parce qu'en fait, en termes de retombées économiques, notre secteur est le grand désargenté de cette affaire. Il y a un grand déséquilibre entre les compensations qui ont été accordées au département de l'Aube et celles qui ont été apportées au département de la Marne. Ce n'est pas que nous regrettions que l'Aube en ait eu plus que nous souhaiterions avoir simplement la même chose. Ce que reprochent les Marnais, c'est que les
les petits villages proches du projet Sequoia ne soient pas compensés financièrement, alors que des communes comme Arcis-sur-Aube, plutôt loin géographiquement, le sont. Le problème, c'est qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Seule l'enquête publique pourra changer légèrement la donne, mais là encore difficile de remettre en cause un projet vital économiquement pour le nord du département de l'Aube. Ça sera la première usine de ce type en France qui va développer un savoir-faire. Et je pense que par les temps qui courent, un investissement public de 100 millions d'euros doit être regardé à sa juste valeur et à l'engagement du gouvernement donc, en faveur de ce projet. Bien sûr qu'on espère pour le canton, de toute façon déjà une retombée sur l'emploi, et en espérant que ce site pourra servir aussi à nos entreprises de se développer et de pouvoir fournir des prestations de services pour cette usine. Avec ou sans aucune crainte et interrogation de la part de ses futurs riverains, l'usine de démantèlement d'armes chimiques Sequoia doit démarrer son activité en 2016. Et eux ne sont pas contents du tout et même inquiets. Des parents d'élèves et des élus du Bar-sur-Aubois avaient rendez-vous avec l'inspecteur d'académie cet après-midi. À l'ordre du jour, la fermeture d'une classe et donc d'une école dans le regroupement pédagogique Bresseuillé. C'est au tour d'Arrentière, Colombey-le-Sec et Colombey-la-Fosse. Le nombre d'élèves en cours élémentaire à la rentrée prochaine ne sera pas suffisant, d'où la demande de fermeture par les autorités. Mais les habitants ont peur pour les années scolaires qui viennent et la vie dans les villages. Margot Blanc-L'Oeil les a rencontrés cet après-midi. La réunion avec l'inspecteur d'académie aura duré plus d'1 heure à huis clos. À la sortie, les visages des parents d'élèves, élus et directeurs d'école d'Arrentière sont plutôt ceux des mauvais jours. La décision n'est pas celle qu'ils attendaient quant à l'avenir de leur école. Je pense qu'il faut continuer à travailler sur les effectifs. Là, on a l'impression d'avoir été plus écoutés. On a quand même 4 attestations de parents qui mettraient les enfants au RPI, donc on arrive au 26, mais le directeur nous a bien fait comprendre qu'il fallait les inscriptions réelles. La faute à la démographie trop faible, le directeur académique des services de l'éducation nationale est formel. Il justifie cette fermeture annoncée de classe à Arrentière en tenant compte des prévisions de nouveaux élèves, et cela ne suffit pas. Compte tenu du taux d'encadrement, 21 élèves pour 2 professeurs, il nous semble, au regard des critères d'équité sur le département, légitime de retirer un poste. Je voudrais juste souligner que le nombre d'élèves par classe dans le monde rural, dans l'Aube, est inférieur par exemple au nombre d'élèves en éducation prioritaire. Donc il y a bien une attention forte qui est attribuée, qui est donnée au monde rural. Malgré les mouvements de grève et de colère répétés, même le Conseil général venu en observateur n'a pas réussi à inverser la tendance. La situation est sous surveillance et je crois que les préoccupations ont été entendues. Maintenant, le directeur d'académie a aussi des contraintes. Donc on verra comment ça va évoluer. Nous voulons maintenir de la vie dans nos territoires, dans nos communes rurales, c'est essentiel. Nous voulons rester attractifs et il ne faut pas qu'on se laisse aspirer vers le bas. Et donc il faudra de toute façon, cette situation doit nous faire réfléchir sur l'avenir. Évidemment, on sait très bien aujourd'hui qu'on ne peut plus avoir une école dans chaque commune. Mais justement, mettons tout en œuvre pour organiser l'avenir de façon à garder une vie scolaire et à rester attractif pour de jeunes ménages, que des jeunes ménages aient encore envie de venir s'installer dans nos communes rurales parce que leurs enfants pourront être accueillis avec un enseignement de qualité et un accueil périscolaire de qualité. Prochaine réunion le 5 mars lors du Conseil départemental de l'éducation nationale, mais aucun revirement n'est à espérer. 51e sur 96, c'est le classement de la ville de Troyes parmi tous les chefs-lieux de département français dans l'enquête 2012 de l'APF, l'Association des paralysés de France. La cité Tricasse n'est donc pas si accessible, même si elle progresse. En 2011, Troyes avait reçu une note de 11,4 sur 20 contre 13 sur 20 cette année. Les efforts de la commune sont en tout cas reconnus avec une note de 15 sur 21. Écoutez Elisabeth Philippon, maire adjointe en charge des affaires sociales. Elle est au micro d'Adeline Bantuel. Alors la ville de Troyes a à cœur vraiment de rendre sa ville le plus accessible possible. On travaille avec les associations qui œuvrent dans ce sens. Depuis de nombreuses années, la mairie a établi un audit sur les bâtiments que possède la mairie et toute la voirie. Dans ce sens, donc, nous allons au maximum pour que les personnes handicapées, de tout handicap confondu, puissent vraiment être libres dans la ville de Troyes. Il y a à côté de la mairie la maison du tourisme qui est en construction. Elle sera complètement accessible
accessible. Vous avez également la Bourse du Travail dans le haut de la rue Émile Zola, également en travaux, mais qui sera accessible après aussi grâce à ascenseurs, grâce à des rampes d'accès. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans une ville moyenâgeuse. Une ville moyenâgeuse avec des bâtiments très anciens qui ne pourront pas forcément tous être accessibles. Et pour information, on est encore loin derrière Châlons-en-Champagne et sa progression fulgurante. La préfecture marnaise est passée de 8,7 sur 20 en 2011 à 14,2 sur 20 en 2012, ce qui la place en 25e position au classement. Et en parlant d'accessibilité en début d'après-midi, c'était le pont Voltaire près de la gare de Troyes qui ne l'était pas accessible du tout. La circulation y a été momentanément coupée, le temps pour les pompiers d'évacuer une personne qui avait fait un malaise dans un immeuble voisin. La situation a été rétablie dans l'après-midi. Et toujours en bref et en matière de rues bloquées, sachez que le boulevard de l'Estrin devant le parc des expositions de Troyes sera bloqué jusqu'au 20 mars pour les foires de mars. La circulation sera aussi limitée dans les rues adjacentes, donc si vous n'êtes pas riverain, automobiliste, évitez cet axe. Et pour finir ce journal, direction Brienne-le-Château, où il est de plus en plus pressant de rénover le musée Napoléon, à la fois pour des travaux de première nécessité, mais aussi pour l'embellir, l'agrandir et le remodeler. Un projet qui tient à cœur depuis longtemps au député maire de la ville, Nicolas Dhuicq. Aujourd'hui, il met les bouchées doubles pour trouver des mécènes. Damien Ardois s'est rendu sur place il y a quelques jours. Le projet de rénovation du musée Napoléon est dans les cartons depuis plus de 8 ans. Aujourd'hui, il devient prioritaire pour Brienne-le-Château qui a accueilli Napoléon fin 18e pour sa formation militaire. Ce musée est vieux, il n'est plus aux normes au niveau de l'électricité, au niveau de la sécurité, il n'est plus aux normes dans la conservation du patrimoine et des objets qui y sont exposés. Et si nous ne le rénovions pas, nous serions obligés de le fermer. Et c'est dans ce cadre qu'une souscription va être lancée dans les prochaines semaines. La promotion se fait via cette plaquette pour trouver la solution du puzzle financier. La mairie, propriétaire des murs et des collections, en appelle au mécénat d'entreprises, mais aussi aux particuliers. L'idée, elle est calqué sur le mémorial de Sainte-Hélène qui a lancé une souscription qui a fort bien marché. Donc nous n'avons pas les mêmes ambitions naturellement, mais nous espérons récupérer ainsi un maximum de participants et d'aides financières. Pour cette souscription, les dons par virement, par carte, en espèces ou par chèque sont les bienvenus. Ils seront déductibles des impôts à hauteur de 66%. Pour ces travaux d'envergure, la commune espère trouver jusqu'à 2 millions d'euros, subventions comprises. Il s'agira sur place de rénover le bâtiment de l'ancienne école militaire, d'étendre à l'intérieur le musée au premier étage et de repenser toute la scénographie en modernisant les axes de visite. L'axe institutionnel, ce que l'Empire a légué à la France. Un axe de travail sur les enfants, pour que les enfants d'aujourd'hui s'identifient à ce garçon qui a moins de 10 ans qui vient ici étudier à l'école. Un axe avec les objets du quotidien et puis un axe de lien avec la longue histoire, parce qu'en fait l'empereur arrive sur une terre qui n'est pas vierge d'histoire. Avant le lancement officiel de la souscription, le maire de Brienne-le-Château affirme avoir déjà reçu des promesses de soutien, notamment de la part de l'ambassadeur de Russie, des membres du Souvenir napoléonien également. Aujourd'hui, le musée accueille 5000 visiteurs par an. Économiquement, les retombées d'une rénovation se font attendre. Nous avons doublé le nombre de visiteurs sur les 5 dernières années avec les moyens d'une commune de 3200 habitants. Si nous pouvions doubler ce chiffre, nous aurions atteint notre objectif parce que c'est de l'économie. Il y a de l'économie en matière d'hôtellerie, de restauration, de tour opérateur sur les départements de l'Aube à la clé. Après le lancement de la souscription pour la rénovation, le projet culturel et scientifique du musée sera présenté. Suivront en fin d'année les appels d'offres pour les travaux. Le musée flambant neuf de Brienne-le-Château devrait ouvrir ses portes et ses collections aujourd'hui cachées en 2015. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo préparée par Cécile Riche. Demain, le temps s'annonce aussi maussade qu'aujourd'hui, peut-être un peu moins pluvieux. Le journal sera présenté demain par Damien Ardois. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur Canal 32.